À votre avis, est-ce que les prix des patrons de designers tricot freelance sont justifiés? Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous explique un peu dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on fixe ces prix et comment ils sont fixés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera entre un podcast et pas un podcast. Aujourd'hui, je vais parler de Peregrine, de Malakoff, et je vais aussi vous parler de quelques questions qui m'ont été posées en commentaire sous les vidéos YouTube. Alors, pour ne pas déroger à la règle, je vais quand même remettre mon micro correctement parce que sinon vous ne m'entendrez pas. Déjà que c'est une deuxième prise parce que mon micro a rendu l'âme, l'autre. Donc, je porte aujourd'hui du NYX, dans le bon sens ce serait mieux, Powder Puff. Alors, je ne porte pas que du Chanel et du Dior. Donc c'est du Powder Puff Lippy, c'est une sorte de poudre en fait, et ça s'appelle Best Buds. Je n'ai pas payé grand chose parce que je l'ai eu à 70% de réduction. Ça doit faire dans les 10-15 euros, je crois. Et donc, 70%, j'ai vraiment pas payé grand chose. J'ai trouvé ça chez Di parce que ma fille se fournit chez Di parce qu'on y trouve la marque NYX, la marque NYX qui est quand même pas mal au niveau maquillage et qui est franchement petit budget pour les étudiants. Donc c'est sympa. Alors, quid? De quoi vous parlez? Alors, tout d'abord, merci pour votre retour à Malakoff. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu le temps de me poser sur les 2 jours. Ça a été la folie furieuse. Vous avez fait un retour, j'avais très peur de ce qui allait se passer à cause des grèves en France. J'avais un peu peur aussi à cause de la charte de l'événement, parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas autorisé le superwash, ou du moins dans une moindre mesure. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va attirer comme client? Est-ce que les clients vont être ravis? Et tout compte fait, je ne me suis pas posé 5 minutes. Honnêtement, j'ai fait un très gros chiffre d'affaires. J'ai vraiment bien vendu. Merci à vous. Merci à vous pour la réception que vous avez fait de Pérégrine. Merci à vous pour tous les compliments que vous faites sur les podcasts. Merci à vous sur tous les compliments que vous faites sur mes patrons. Parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est ça qui est le plus important. C'est votre retour. Parce que, voilà, moi, j'aime bien faire les choses bien. J'aime bien partager et enfin franchement, ça a été un très chouette week-end et honnêtement, j'ai du mal à m'en remettre quand même parce que c'est fatigant les salons, mais là honnêtement, ça a été sur les chapeaux de roue. Mes ateliers étaient complets. Laurence, mon fils, mon mari, mes filles étaient là et heureusement que mon fils, mon mari et Laurence étaient là pendant que j'étais en train de donner les ateliers parce qu'ils ont été inondés. Ils se sont bien organisés. Un cherchait les patrons, un encaissait et l'autre faisait la vente. Parce que sinon, c'était juste pas possible. Il y avait un monde de dingue. Et je pense que beaucoup d'exposants ont été ravis de cette édition. Franchement, on s'est super bien amusé. En plus, l'ambiance, elle est vraiment très chouette. C'est Malakoff, quoi. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce salon. C'est vraiment, les organisateurs sont très sympas. Donc voilà pour la réception que vous avez fait. Vous avez fait la réception à Lupin. Alors encore une fois, merci beaucoup parce que honnêtement, je revends rarement autant de patrons et celui-ci, il a un succès dingue. Donc Lupin, il est désormais en ligne sur Crystal LK et en ligne sur Ravelry. Il est en promotion jusque ce soir, vendredi. Malheureusement pour vous, ce ne sera pas possible parce que vous allez voir cette vidéo samedi matin, donc il ne sera plus en promotion. Mais il reviendra en promotion probablement à un autre moment, mais voilà. Euh, c'est un grand, grand châle avec des mailles glissées, des torsades à mailles glissées, avec du point mosaïque et du feather and fan. Donc, vous voyez ce motif ici en dessous qui fait des volutes. Et en fait, c'est un motif très, très classique du tricot des îles Shetland. Donc, ça, c'est Lupin. Et ce matin, j'ai sorti ceci. Le pèlerin dont j'avais fait des kits. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Pérégrine. Ça peut paraître aberrant de sortir un bonnet maintenant, mais de toute façon, vous allez me dire, les tricoteuses, elles tricotent de tout et tout, même à tout n'importe quel moment. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais absolument sortir ce bonnet maintenant? Parce que je voulais vous montrer le résultat de Pérégrine qui soit, en fait, tricoté. Désolée, j'ai fait une toute petite interruption parce que mon son, je viens de me rendre compte que j'avais diminué mon son au lieu de l'augmenter. Donc, voilà le bonnet qui s'appelle Pèlerin et vous aurez besoin d'environ 50 grammes de couleur principale, ici la bleue, et d'une vingtaine de grammes de chaque couleur contrastante. Alors on commence avec du point de lin en 3 couleurs. Vous avez du jacquard en 4 couleurs, mais on ne travaille pas les 4 couleurs en même temps. Il y a des endroits où on en travaille 3, donc il faut faire attention et soigner la tension.
d'émail glissé et puis un motif de couronne en jacquard aussi. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire. Je l'ai tricoté en 3,5 pour les côtes parce que j'aime bien quand ça serre bien au niveau des côtes, en 4 pour le reste du bonnet, en plus que 4, en 4,5 pour la partie jacquard et que dire de plus? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, l'échantillon de la Pérégrine Dickey est de 21 sur 26 rangs, si j'ai bon souvenir, en 4. Elle se tricote de 4 à 5. Je sais que quelqu'un a acheté déjà de la Pérégrine et déjà l'a mise en test, et elle est obtenue à du 18 mailles en tricotant en 4,5, je pense. Elle doit tricoter un peu plus large que moi. Donc, vous êtes entre la Dickey et la worsted. Alors, voilà, moi j'aime bien le rendu en 4. Objectivement, j'aime bien sa densité en 4. Je pourrais le monter en 4,5. Maintenant, moi j'ai l'impression de tenir des pieux. Je vous avoue que je suis en train de faire un top en lin et bambou et je suis passée des aiguilles 3,25. Ça fait un petit temps que je tricote des chaussettes pour le moment. J'ai eu l'impression de prendre des pieux, pourtant du 3,25, donc vous imaginez du 4,5. Donc voilà pour le pèlerin. Alors, le pèlerin, il est en promotion comme d'habitude, hein, 20% avec un code pèlerin. Il est en ligne sur mon site internet, sur Ravelry, et je vous ai fait des kits parce que non seulement j'ai sorti Pèlerin, mais j'ai aussi mis Pérégrine Dickey et les nouveaux coloris de Fingery en ligne ce matin. Donc, vous avez, je suis désolée, je pars du champ, enfin, ou pas, mais je vous tourne le dos en tout cas. Voilà les kits que j'ai faits pour les bonnets. Alors, ce n'est pas de l'autorayant parce que c'est une question qui m'a été posée. Ceux-ci, ce sont 3 écheveaux que j'ai mis ensemble, que j'ai tortillonnés ensemble pour que ce soit joli. Et vous avez le gros écheveau de la couleur principale qui est ici. Et ici, vous avez en tout, sur les écheveaux, vous avez toutes les coloris disponibles en Pérégrine Dickey. Donc vous avez mousse, vous avez Red Fox et ivoire, et le Abyss. Et sur un kit un peu plus soft et un peu plus sorbet, on va dire, vous avez Smoky, Diva, ivoire et lichen. Donc voilà pour les kits. Le kit c'est 30 €, TVA comprise, avec le patron. Et vous avez environ 115 grammes, 120 grammes de fil pour pouvoir faire un bonnet, assez pour faire un bonnet. Donc ceci, vous le trouverez sur mon site internet. N'hésitez pas. Il y en a, c'est en quantité limitée, j'en ai pas fait énormément, donc voilà, de quoi se faire plaisir et tester Pérégrine Dickey. J'aime bien son rendu, franchement, moi je suis fan. Alors je ne vais pas dire que je n'aime pas alors que c'est le fil que j'ai créé, on est bien d'accord. Donc voilà pour Pérégrine. Donc maintenant, je vous ai montré les kits et je vous parlais de Pérégrine que j'ai mis en ligne. Donc je vous avais montré les cônes et moi, pendant ce temps-là, j'ai aussi fait bobiner mes écheveaux puisque j'avais pas encore reçu les chevaux d'Oire. Donc vous avez toutes les coloris qui sont déjà disponibles comment dire, en fingering que vous connaissez déjà. Et puis moi j'ai rajouté 3 coloris, il y a un cheveu dessus, ce qui sont ces 3-ci, qui sont un bleu, un vert et un rouille. Et ils fonctionnent super bien ensemble. Vous avez Abyss, qui fonctionne très bien avec, que je le retrouve, non je ne l'ai pas ici sous la main, tant pis, avec le glacier. Je ferai peut-être une vidéo où je les montrerai. Mousse, sur lequel j'ai eu énormément de doutes, qui fonctionne aussi bien avec le bleu, qu'avec le rouille, qu'avec le blanc, qu'avec le gris, qu'avec un peu tout en fait, sauf le rouge, avec lequel, et le lichen où c'est franchement bof, parce que voilà, je trouve pas que ça fonctionne très vraiment ensemble, ces deux-là. Voilà. Et en fait, ce vert-là, pour la petite histoire, c'était pas ce que je voulais comme couleur à la base. Donc j'avais envoyé des écheveaux de couleurs, enfin, des échantillons de couleurs à la filature, qui faisait de la teinture aussi. Et ben, le fil que j'avais envoyé était très très varié, enfin très varié. C'était pas des couleurs très unies, en fait, c'était sur un fil qui n'était pas un fil retordu. Donc en analysant, ils ont eu du mal à s'y retrouver et à trouver quelque chose de cohérent. Ils m'ont proposé, ils ont fait des essais et ils m'ont envoyé ceci. Et quand j'ai vu le fil, je me suis dit, moi j'aime pas le vert, hein. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, bah ça va jamais fonctionner. J'ai demandé l'avis de plusieurs personnes et il y en a qui m'ont dit, bof, hein, franchement, non quoi. Et puis en fait, tout compte fait, eh bien, il fonctionne super bien avec tout. Et honnêtement, c'est ce que j'ai vendu le plus, c'est ce vert mousse. Et comme les mousses des jardins japonais, en fait. J'étais plus partie sur un vert un peu pesto, voilà. C'est pas un vert pesto, c'est un vert mousse, voilà. Mais franchement, j'en suis très contente. Et puis le Red Fox et le bleu.
Le Red Fox, c'est pile poil ce que je voulais, et le bleu, c'est pile poil vraiment ce que je voulais, parce que je voulais un bleu comme ça intense, qui puisse fonctionner aussi avec d'autres couleurs, avec de la Diva, par exemple celle-ci, voilà, vous voyez, avec même le lichen, ça fonctionne, avec le bleu clair, ça fonctionne. Donc je voulais des couleurs qui s'harmonisent relativement tout ensemble. Il y en a 2-3 avec qui ça ne s'harmonise pas, le rouge, mais voilà. Donc voilà pour Pérégrine. Alors ça, les chevaux de Dickey, c'est 388 mètres et non plus 400, parce que comme j'ai demandé un peu plus de gonflant sur le fil, on a perdu un petit peu de longueur, mais c'est anecdotique, hein. C'est 21 les chevaux, et celui-ci, c'est 190, presque, j'ai mis 190 mètres, mais on a plutôt à 193, 194 des 100 grammes, presque 200, et c'est 22 échevaux, 22 euros. Et j'ai fait des échevaux de 50 grammes, si vous avez envie de faire un bonnet, pour éviter d'acheter des échevaux entiers, j'ai fait des échevaux de 50 grammes qui sont à 11 euros. Donc ça, vous le retrouvez sur mon site internet. Donc voilà pour Pérégrine. J'arrête de faire ma marchande de tapis, parce que sinon vous allez zapper. Alors, que vous dire d'autre? Donc j'ai parlé de Lupin, j'ai parlé de Pérégrine, j'ai pas eu le temps de préparer mes vidéos, hein, ma vidéo aujourd'hui. Franchement, c'est pour ça que je suis pas dans le même setup que d'habitude, où je me suis un peu plus rapprochée de vous parce que je voulais montrer les couleurs, parce que c'est pas toujours évident, que j'ai ma lumière qui ne va plus, bref, voilà. Hein. C'est la deuxième fois que je filme, mon micro s'est éteint parce que j'ai oublié de recharger mes micros. C'est un petit peu chaotique cette semaine, comme qui dirait, voilà. Donc, je voulais parler de quoi? Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Je me suis dit, donc point suivant, je vous parle d'Hélène que je reçois, je vous parle de ce que je tricote de temps en temps, pas souvent, parce que bon, voilà, hein, les podcasts comme ça, je trouve que c'est chouette, mais pas toujours. Mais par contre, ce que je ne fais jamais, c'est une revue des livres que j'achète. Ça m'arrive d'acheter des livres, pas énormément, mais j'en achète, surtout techniques en fait, parce que je suis pas tellement Laine Magazine, Pom Pom Magazine, etc. Ce sont des très beaux livres, hein, des très belles photos, mais comme je tricote majoritairement pour le design, très peu pour moi, ça sert à rien de cumuler des bouquins dont un modèle va me plaire sur 30 et où techniquement je sais faire du reverse engineering majoritairement. Donc, sauf si vraiment il y a quelque chose qui m'intrigue très fort, en général j'achète rarement des patrons des livres de patrons, j'achète souvent plutôt des livres de technique. Et ici j'en ai acheté 3. Je vais vous montrer les derniers que j'ai achetés, j'en ai plein à la maison. Je vous ai parlé dans la vidéo sur une autre vidéo questions-réponses où je parlais des livres que j'utilisais quand je parlais design, euh, notamment Anne Budd, qui fait des très chouettes livres dont vous pouvez vous servir en anglais, parce que majoritairement, il faut être honnête, la littérature tricot, c'est en anglais. Elle a quand même elle vous montre comment apprendre à faire votre premier pull en top-down ou pas, parce qu'elle a 2 livres, hein. Elle a un livre pour du bas vers le haut et du haut vers le bas, et elle a plein de calculs, et elle vous explique comment monter les mailles, en quelle laine, etc., etc. Alors elle vous apporte pas toutes les petites astuces, les constructions un petit peu différentes, les petites adaptations qu'on pourrait faire, mais c'est une bonne base. Voilà, Anne Budd, j'en ai parlé, je ne me souviens plus exactement du nom du livre, je vous le mets ici en dessous, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci. Charming Colorwork Socks. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci alors que c'est un livre de patron? Celui-ci, il fait un buzz. C'est Stone Knits sur Instagram. Elle a plein de chaussettes très jolies, un peu avec du jacquard, voilà, majoritairement avec du jacquard. Et j'étais très curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait autant de succès. Donc j'ai acheté le livre parce qu'il était en solde, je l'ai trouvé en solde à 15 euros je crois. Et voilà, je me suis dit: «Bah, on va essayer, je vais décortiquer». Je vous avoue que à part les photos, j'ai encore rien regardé, j'ai pas décortiqué les techniques, donc je peux pas vous faire un retour vraiment très, très efficace sur ce patron. Mais voilà, il y a un patron avec des tasses de café, je me dis: «Ça pourrait être sympa de regarder un peu comment elle construit, si elle fait du il flap ou si elle tricote de la cheville à la pointe ou de la pointe à la cheville. Est-ce que je vais trouver ce patron de chaussettes?» Voilà. Donc moi j'aime bien celui-ci. Je suis une grosse accro de café. Donc voilà. Je me dis que ce serait sympa de l'essayer. Et je me suis dit, je voulais voir un peu ce qu'elle détaillait dans les patrons. Alors je parle beaucoup de chaussettes. C'est vrai que quelqu'un m'a dit qu'on voyait quasiment que des chaussettes dans les podcasts. Alors oui, on voit quasiment que des chaussettes dans les podcasts ou des pulls en yoke. Alors moi j'aime bien les chaussettes parce que j'ai froid aux pieds.
Voilà. C'est pas parce que c'est la mode, c'est parce que moi j'ai froid aux pieds et que j'aime bien avoir des chaussettes en laine et c'est de pis en pis, plus je vieillis, plus j'ai froid aux pieds. Donc je me dis que je fais des chaussettes. Et je me suis dit, j'en ai parlé quand je t'ai dit que je ferais mon Refresh Your Stash, je voulais utiliser les fils à chaussettes parce que je cumule les fils à chaussettes depuis quelques années et j'avais quasiment 3 kilos de fils et qu'il est temps que je fasse quelque chose de ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire tourner un peu le stash et de faire des chaussettes. Et un de mes objectifs était d'explorer les techniques différentes, parce qu'il y a pléthore de techniques dans les chaussettes, que ce soit de la cheville à la pointe, de la pointe à la cheville, vous avez une pléthore de techniques, de talons différents, de pointes différentes, et je me suis dit que ce serait sympa d'explorer un peu ces techniques-là et vous en faire un retour, parce que s'il y a bien quelque chose qui est compliqué à designer, ce sont les chaussettes, et en fait, tous les pieds sont différents. Déjà, tous les corps sont différents, mais les pieds, c'est encore pire. Et s'il y a bien quelque chose qui est compliqué à porter, ce sont les chaussettes en jacquard. Donc, j'ai découvert une technique récemment qui s'appelle le leatherback, je ne sais plus, leatherback quelque chose. Et en fait, ça vous fait une sorte de résille à l'intérieur où vous allez faire suivre le fil et non pas faire du stranded, donc du jacquard à fil tiré. Vous allez faire suivre votre fil et ça fait une double couche, un peu comme du double knitting. Et en fait, ça ajoute énormément d'élasticité sans déformer et sans rendre moche votre jacquard. J'ai été vachement surprise par l'efficacité de cette technique-là. J'en parlerai plus tard. Et je me dis que c'est applicable pour toutes les chaussettes parce que moi, j'ai un fort coup de pied. Mes pieds rentrent rarement dans les chaussettes en jacquard. Et quand on a mis de l'énergie à faire des chaussettes en jacquard, je vous avoue que ne pas pouvoir passer son pied, c'est très rageant. Parce que mes chaussettes, elles terminent dans les mains de ma fille. Et ma fille, bon ben voilà quoi, elle s'en fout d'avoir des chaussettes tricotées, c'est une ado, elle a 17 ans, elle va avoir 17 ans, enfin, sauf quand il fait très froid, mais je les retrouve au fin fond de sa chambre, donc je vous avoue que je préfère faire les chaussettes pour moi. Je suis très égoïste pour le coup, mais à part mon fils ou mon mari, mes deux filles, les chaussettes tricotées, non. Voilà, non. Donc, moi j'adore le jacquard, vous le savez bien, et il fallait que je dépasse un peu ce frein, et j'ai trouvé comment dépasser ce frein, et j'ai acheté ce livre. Alors, je ne sais pas si ça va m'apporter grand-chose. J'en ai un autre qui est en transit entre la Finlande et la Belgique, qui va peut-être m'apporter plus de satisfaction sur des motifs un peu plus fun. Mais bon, voilà, c'est de la pure curiosité. Cet achat, c'est de la pure curiosité. Voilà pour cet achat, donc Charming Colorwork Socks. Celui-ci, je le pense que je l'ai acheté sur Book Depository et il était en solde quand je l'ai acheté. C'est pas une version, c'est une version, enfin pas usagée, mais vous voyez, quand les gens ne sont pas intéressés, qu'ils les remettent en vente. Et enfin, c'est comme s'il était neuf. Hein. Je ne l'ai pas acheté neuf en fait, used, voilà. Donc je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 15 euros. Je ne saurais même plus vous dire. Alors, livre suivant, c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'ai découvert en regardant un podcast d'une américaine qui s'appelle Roxanne Richardson, qui est géniale parce qu'elle partage énormément de techniques. Et elle parlait de ça. Je ne sais plus pourquoi. En fait, je crois que je l'ai vu, ce livre, je l'ai vu passer sur quel réseau social? Je ne sais plus. Mais je l'ai vu passer. Et j'ai vu qu'elle en avait fait une review et je me suis dit, il faut que j'essaye, il faut que je tente, il faut que je regarde parce que moi, je suis avide de nouvelles techniques. Donc, j'ai acheté ce magazine. Et en fait, vous tricotez deux fils en même temps. Ça vous permet de jouer vraiment avec la texture, d'avoir quelque chose qui est très, très, très gonflant, comme ceci par exemple. C'est pas du marled. Hein. Marled, c'est quand vous tricotez, vous changez les couleurs pour que... Enfin, vous tricotez avec une couleur A et une couleur B en même temps, puis vous faites B et C, puis C et D, etc., pour avoir un fondu de couleur. C'est pas du tout ça. Ici, c'est vraiment tricoter deux brins en même temps. D'ailleurs, ça se voit sur la couverture. Et parfois un, pour avoir un rendu vraiment très, très sympa et très, très moelleux. Regardez, cette couverture, par exemple. Ça vous permet aussi de jouer avec les couleurs et d'avoir un rendu spécifique, de faire du pooling. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore été vraiment loin dans la technique, mais je pense qu'il y a moyen de vraiment s'amuser. Voilà, regardez. Ça fait des définitions très très nettes, des lisières vraiment très très nettes. Donc, je vais explorer. Voilà. Ça s'appelle D-Stitch. C'est un nouveau point que je viens de découvrir. Je n'en suis nulle part, mais je vais découvrir ceci d'ici peu, quand j'aurai 5 minutes. Donc voilà pour celui-ci. Et puis, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai acheté parce qu'il était depuis très longtemps dans ma librairie et je voulais me faire plaisir. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup le jacquard. J'aime beaucoup les
tradition du tricot, tout ce qui est petite histoire, en fait. Et ça, c'est typiquement la petite histoire. C'est le Boomitten, c'est la petite histoire. Ça fait partie des traditions transmises par les femmes, enfin, comme les semelles de chaussons qu'on met les semelles de chaussures qu'on met dans les chaussures islandaises, qu'on mettait avant, qu'on offrait pour dire à quelqu'un qu'on était amoureux de lui, vous voyez. Là, on est là-dedans aussi. C'est une jeune fille qui est venue à la messe et qui a dessiné ses motifs, vous voyez. Et c'était un peu un concours à qui avait le plus beau motif. Et donc, ici, dans ce livre, vous trouvez des motifs qui sont historiques, ce genre de choses. Donc, par exemple, vous n'avez pas les tout derniers designers, mais vous avez designé par telle personne, et ça date du 19e siècle. Donc, je trouve ça magnifique. Les motifs sont magnifiques. C'est vraiment typiquement les mitaines. Alors, ça peut être applicable sur autre chose. Rien que pour la beauté du livre, je l'ai acheté, et puis il y a plein de motifs qui sont exploitables, et puis historiquement, je vous avoue que si vous connaissez des livres d'histoire du tricot, j'en ai quelques-uns, mais n'hésitez pas à partager, parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore l'histoire, j'adore la petite histoire, et toutes les traditions qui sont autour du textile, et de ce que portaient les gens, en fait, et de comment ils faisaient pour rendre leurs vêtements plus jolis. Parce que quand on pense au kogin, c'est ça, sur les vêtements des samouraïs, non seulement ça avait une fonctionnalité pratique, parce que ça donnait une épaisseur supplémentaire pas au kimono, mais au kikoji, et ça rendait plus chaud, mais c'était très joli aussi. Et on retrouve ça quand même pas mal sur plein de choses, sur la broderie estonienne, voilà, c'était décorer, rendre joli des vêtements, ce qu'on fait pas nécessairement encore maintenant avec le prêt-à-porter, enfin pas le prêt-à-porter, mais les trucs, enfin les trucs contre la fast fashion, vous trouvez pas nécessairement, c'est pas toujours très joli, quoi. Tandis que là, rebroder, prendre le temps, savourer le temps, enfin voilà, le processus de découvrir et de rendre quelque chose de beau. Même le mending, quoi, le fait de repriser de manière visible pour que ce soit joli, enfin, c'est des choses que moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce livre qui s'appelle Selbu Mittens. Donc rien que pour le look du livre, pour les images, pour l'histoire que ça raconte, je l'ai acheté pour ça. Et ça fait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. Et celui-là, je pense l'avoir payé 42, je crois, euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un auto-cadeau pour tout ce que j'ai travaillé, celui-là. Les autres, le Distich, je pense que j'ai payé une vingtaine d'euros. Le Charming Color Work, je vous ai dit environ, à mon avis, 15, parce que je l'ai acheté en solde. Et celui-là, bah, c'est un cadeau, quoi. J'ai beaucoup bossé. De temps en temps, je me donne un petit coup de pouce en m'offrant quelque chose. Alors, des livres, de la laine ou autre. Donc voilà pour ma revue, pas ma review, ma revue de livres tricot. Il y en aura d'autres, de toute façon. Venons-en au début de la vidéo où je vous ai parlé de questions-réponses et de pourquoi est-ce que les designers facturent ce prix-là. Et les justifications. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas ne pas prêcher pour ma chapelle, et je ne vais pas dire que les patrons de tricot sont trop chers, parce que ça me paraît clair, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais voilà, je voulais quand même partager, sans agressivité, sans coup de gueule, sans rien, c'est parce que ça m'interpelle, parce que je me rends compte que régulièrement, j'ai des questions qui viennent sur le tapis, et je me rends compte en fait que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, le métier de design de tricot. Et donc, c'est difficile de s'imaginer qu'en fait, il y a toute une série de frais qui sont inhérents au design. Enfin, vous ne contentez pas d'écrire un patron comme ça et vous le jetez et dire réclamer 6 euros. Vous voyez, il y a toute une série de choses derrière qui justifient ce prix-là. Et en fait, je veux détailler avec vous un peu tout ce processus-là, et vous comprendrez même qu'en fait, c'est pas si cher que ça, en fait, que quand on demande 7-8 euros, c'est pas si cher que ça. Bien, qu'est-ce qu'il y a derrière un patron de tricot? Tout d'abord, ben, il y a l'idée. Alors l'idée, ça prend des semaines, des heures, enfin, ça prend des heures, peut-être des minutes, des heures, des semaines, des mois à germer. C'est du travail qui est non rémunéré, qui prend quelquefois du temps pour maturer. Donc voilà, ça, c'est intangible, c'est incalculable en design tricot. Ensuite, une fois que vous avez votre idée, il faut la mettre en œuvre. On la met en œuvre comment? Ben, en la tricotant. Souvent, les designers, ils tricotent, ils ne se contentent pas. Il y en a qui utilisent des sample knitters, qui n'ont pas le temps de commencer à chipoter, etc. Il y a des grands designers qui, en fait,
ne tricotent plus tant que ça et dessinent et c'est d'autres personnes qui tricotent pour eux, mais moi, j'en suis pas là. Moi, je tricote mes prototypes. Donc, j'ai besoin de laine. Alors, cette laine, soit elle est offerte, soit je l'achète. Donc, ça fait partie déjà de la première chose et du prix, c'est que ma laine, je la paye ou pas. Donc, on est sur du 0 à 65, 70, 80 euros. Et vous trouvez entre 0 et 80 euros. Voilà, pour vous donner une idée. Cette laine, je l'utilise avec des aiguilles. C'est du matériel et j'investis dans ce matériel. Mes aiguilles, elles cassent. Mes câbles cassent. Donc tous les ans, je dois racheter des câbles, je dois racheter des aiguilles, je m'assieds dessus, enfin bon voilà. Ou tout simplement, elles ne vont plus, quand c'est du bois, ça ne fonctionne plus, c'est pour ça que je prends du métal, je tricote beaucoup, mais les câbles, ils finissent par casser. Indéniablement, je suis obligée de remplacer des câbles une fois par an, tout le temps. Il y a tout le petit matériel tricot, il y a les aiguilles, il y a pas les aiguilles, les épingles, il y a les kits de blocage, il y a la paire de ciseaux, l'aiguille à tapisserie, les marqueurs, tout ça, ça fait partie du petit matériel. Alors vous pouvez me dire: «Oui, mais si, quand on fonctionne dans une entreprise, la moindre petit coût a un impact. Ce n'est plus mon loisir, donc c'est des choses qui rentrent en compte dans le prix du patron». Alors je change pas de marqueur toutes les semaines, on est bien d'accord et c'est pas ça qui va peser sur le prix du patron énormément, mais ça fait partie des frais. Comme quand vous utilisez vos pneus pour votre voiture, eh bien, ça fait partie des frais. Voilà, quand vous calculez votre kilométrage d'un point A à un point B et qu'on vous rembourse vos frais de déplacement, dedans, on compte l'huile, on compte l'essence, on compte les pneus, et ainsi de suite et l'entretien et donc c'est la même chose. Donc et moi, c'est pas l'entretien de mes mains, je vous rassure, hein. Vous ne pouvez pas payer mes prix de kiné, ni d'ostéo. Donc, on en est à le petit matériel. Donc, on fait mon prototype. Le prototype, ça prend un temps X. Alors, quelquefois, ça va prendre peu de temps, quelquefois, ça va prendre plus de temps. Ça, c'est difficilement quantifiable. Et je ne peux pas me considérer que je suis payée à l'heure et en fonction de, je fais un pull, ça prend du temps et je dois défaire et refaire, ça m'a pris 2 semaines. Je ne peux pas dire je vais le faire payer beaucoup plus cher que un pull qui va me prendre une semaine et qui va rouler comme si de rien n'était. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Mais ça fait partie des choses qui sont difficilement quantifiables au niveau du prix. Donc, une fois que mon prototype est fait, j'ai pris des notes. Ces notes, il faut les transposer. Une fois qu'on les transpose, sur quoi les transpose-t-on? Je n'utilise pas Word. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle InDesign, la suite Adobe. Alors vous pourriez me dire, oui, mais enfin, tu n'as pas besoin d'utiliser ça. Alors tout un temps, j'utilisais des logiciels gratuits qui s'appelait Scribus notamment parce que notre système, informatique à la maison fonctionnait sous Linux et puis, et c'était tellement limitatif à un certain moment pour moi parce que je savais plus utiliser ce que je voulais comme je voulais et puis pour travailler en collaboration avec d'autres personnes, eh bien je suis passée à InDesign parce que j'arrive à un niveau où il me fallait des logiciels un peu plus pro pour pouvoir fonctionner avec Sylvain, pour pouvoir fonctionner avec des boîtes de marques de laine et cetera et cetera. Je fournis parfois des fichiers InDesign, donc il fallait vraiment que j'ai quelque chose d'un peu plus solide. Une licence InDesign, c'est minimum 30 euros. Ça dépend un peu ce que vous avez dans le package, mais c'est minimum 30, voire 40 euros, quelquefois 60. Ça dépend un peu de ce que vous mettez dedans. Parce que moi, j'utilise InDesign pour faire de la publication. Alors la publication, c'est les patrons, mais ça peut être des magazines ou autres. Mais j'utilise aussi d'autres suites, Illustrator par exemple, qui me permet de dessiner mes schémas. Donc, je paye cette suite Adobe. Je transpose mes notes sur mon patron et sur InDesign et une fois que c'est fait, ça me prend entre 1 à 3 jours, ça dépend du patron. Si c'est un patron de châle, je grade pas, si c'est un patron de pull, je grade. Si je grade, j'utilise pas ma main, je le faisais fut un temps, mais je me suis rendu compte que ça générait énormément d'erreurs, j'utilise Excel. Excel, c'est la suite Microsoft 365, c'est aussi une suite payante. Donc, je pourrais aussi partir sur OpenOffice, mais voilà, j'ai fait le choix de passer à autre chose, et j'ai fonctionné beaucoup en logiciel libre pendant très longtemps, maintenant je suis à autre chose, c'est aussi payant. Donc, alors je pourrais me passer d'Excel, hein, on est bien d'accord, mais ça me facilite la vie, ça me fait gagner du temps. Donc, Excel me permet de grader. Ça me prend plus de temps de grader un pull que de grader une paire de bonnets. Un bonnet ou une paire de mitaines ou un châle, je grade pas. Donc, ça entre dans le temps de travail. Une fois que j'ai gradé, je mets toutes mes notes, mon patron est fait, j'envoie au test.
Eh bien, ces testeuses, je passe aussi du temps à répondre aux questions, à encourager, à donner des réponses, à faire des corrections et quelquefois ça prend peu de temps, parfois ça prend beaucoup plus de temps. Alors c'est très sympa, hein, c'est un chouette moment, mais ça n'empêche que pour moi c'est du travail. Donc je vais, corriger le patron au fur et à mesure et quelquefois il y a beaucoup de corrections, des fois moins, des fois c'est plus long, des fois moins, ça dépend un peu. Une fois que c'est testé, je passe au TTK editing. Alors certains designers vont d'abord faire du TTK editing et puis du test knitting, d'autres font l'inverse. Une fois que c'est tech édité, le tech editor c'est quoi? C'est quelqu'un qui tricote le patron dans sa tête, qui va relever les incohérences, qui va relever les erreurs de calcul, qui va chercher les typos, qui va relire, et donc qui fait toute une grande partie de relecture du patron, comme vous retrouvez partout en fait. Faut pas croire que les patrons sont jetés comme ça au public sans peaufiner derrière. Donc ce tech editor, il est payant parce que c'est quelqu'un qui travaille et qui fait voilà, c'est un éditeur, donc il est payant et il y en a qui sont plus chers que d'autres. Et puis quand en fonction de ce que vous demandez et de la difficulté du patron, c'est plus ou moins cher. Et si vous lui demandez une traduction, c'est plus ou moins cher. Moi, personnellement, je traduis mes patrons moi-même, mais ça m'est déjà arrivé de faire appel à des traducteurs pour traduire en italien ou en espagnol, parce que je ne parle ni l'italien ni l'espagnol. Eh bien, j'ai payé ces traducteurs. Alors, donc il y a aussi ça qui entre en jeu dans le prix du patron. Une fois que ce patron est sorti, ce patron, il faut le mettre en ligne. Alors, vous le mettrez en ligne, on va dire Ravelry. Ravelry, ça ne vous coûte rien de mettre en ligne. Par contre, ça vous coûte en frais. Donc, vous allez payer une commission à Ravelry pour la mise en ligne et cette commission, ben, vous les rémunérez en fait à la fin du mois. Tous les mois, je donne de l'argent à Ravelry pour le maintien de ma boutique en ligne. Vous avez la même chose sur Makerist, vous avez la même chose sur Loftcraft, sur n'importe quelle plateforme qui met du produit en ligne, vous payez une commission. Cette commission, c'est parce ils prennent une partie pour pouvoir mettre en ligne. Alors, il y en a qui prennent plus ou moins de commission. Donc, il y a ça. Et si vous n'utilisez ni Ravelry, ni des plateformes qui existent déjà, vous utilisez un site internet. Ce site internet, eh bien, il faut le payer. Il faut payer le nom de domaine, il faut payer l'espace, il faut payer la création du site si vous n'avez pas les capacités de le faire tout seul, etc., etc. Donc, les plugins, voilà, quand vous avez une boutique en ligne, vous devez payer les plugins Mondial Relais, enfin, tout est payant maintenant, hein, c'est bien simple. Donc, vous avez aussi ces frais-là qui sont là. Donc, ça s'ajoute au reste. Une fois que vous avez mis en ligne, eh bien, il y a après l'après-vente. L'après-vente, c'est les questions, c'est aussi du temps de travail. Quand c'est bien léché, en général, il y a peu de questions, mais il y en a des questions. De toute façon, il y en a toujours des questions. Quelquefois, pas grand-chose, mais c'est ouvrir son PC, c'est allumer son PC, lire son mail, répondre au mail, c'est du temps. Et puis, vous avez la TVA, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez la TVA qui ne vous rate à jamais, hein. Alors, la TVA sur le numérique en Belgique, c'est 6%. La TVA, enfin, le digital numérique, hein, pas les produits physiques, c'est 6%. En France, c'est 5,5, donc vous payez la TVA. Et puis vous avez les impôts qui ne vous loupent pas de toute façon. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que les prix des patrons sont en fait ce prix-là. Et puis vous avez la notoriété. Il y en a qui vous demandent 10 euros, il y en a qui vous demandent 12 euros, il y en a qui vous demandent 6 euros, et puis il y en a qui demandent 3 euros. Pour quelle raison ils demandent 3 euros, je ne sais pas. Moi j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce qu'ils ont une structure au niveau, comptable qui permet de pouvoir diminuer leurs frais et ils ne sont pas en Belgique par exemple, et beh, ils peuvent se permettre de demander 3 euros. Moi je demande entre presque 7 et 8 euros le patron, ce qui est dans la moyenne en général des patrons tricotés. Alors il y a des patrons qui sont plus courts et des patrons qui sont plus longs et j'essaye de lisser mes prix sur, le prix des patrons. Donc voilà, quand vous achetez un patron imprimé, beh, vous le payez plus cher forcément parce que moi je l'imprime et beh, je paye l'encre aussi et j'ai une imprimante aussi donc beh, je l'ai payée et je paye l'encre et je paye le papier. Donc voilà un peu, vous imaginez tout, un peu tous les frais qui sont générés et tout ça on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que dans la culture du tricot, surtout francophone, les designers freelance, ils n'existaient pas il n'y a pas si longtemps que ça. Majoritairement, c'était des designers in-house, donc c'était des employés. Et en fait, tous ces frais-là, les frais de publication, les frais de relecture, les frais de logiciel machin, etc., eh ben, ça se répercute sur le prix de la laine, parce que un magazine qui veut montrer sa laine, un livre, pas un magazine, une marque de laine qui veut montrer sa laine, il fait un magazine. Et ce magazine, ben, vous avez besoin d'InDesign, mais on utilise InDesign pour montrer la laine et faire un portfolio, mais on utilise InDesign pour faire les patrons. Vous voyez, l'un dans l'autre, eux s'y retrouvent, mais ils répercutent ça sur le prix de votre laine. Donc le magazine que vous ne payez pas, ou le magazine que vous ne payez que 5 euros, il ne faut pas croire qu'en fait, vous ne payez pas le prix du patron si vous le payez, si ce n'est que c'est absorbé
par la firme et la firme, elle répercute ça sur le prix des patrons, sur le prix ou des patrons ou sur le prix de la laine et puis il y a des firmes qui ne répercutent pas le prix des patrons. Je prends en exemple Brooklyn Tweed, par exemple, il demande, je ne sais plus, 10 € je pense le patron, mais vous êtes payé pour la création d'un patron, donc il vous demande de créer un patron, vous êtes accepté, pour X ou Y raison ou ils vous payent pour faire un patron pour eux, ils vous payent une somme pour la création du patron et puis vous avez des royalties. Donc tous les mois, vous avez des royalties qui tombent parce que les gens ont acheté des patrons et c'est du 25 ou 30 50. Il y a des firmes qui sont relativement honnêtes et puis il y en a où vous êtes payé des clopinettes, voilà. Il y a des fois où on vous paye 250 € pour un patron et vous cédez vos droits. Je le fais pas, objectivement, je veux pas céder mes droits. Alors quelquefois parce que franchement, céder mes droits, je suis pas d'accord. Mais je cède mes droits quand je publie pour un magazine. Des fois, je cède mes droits pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois 3 ans et en fonction, plus vous cédez de longueur de temps, plus vous êtes payé. Mais on n'est pas dans l'ordre de milliers d'euros, on est d'accord, hein. On est sur des ordres de 200, 300, 400 € maximum pour un patron, ce qui n'est franchement pas grand-chose. Parce que sur une durée de vie de patron, souvent 400 €, c'est quand on voit tout le travail qui est généré derrière, vous vous rendez bien compte que 400 €, c'est pas beaucoup, en fait. Ça paraît beaucoup comme ça sur le coup, mais quand vous pensez qu'en fait, il vous reste, à tout casser un cinquième, c'est franchement pas grand-chose pour le travail que ça génère et puis enfin, ils vous servent «C'est pour votre réputation, machin», bon voilà. Il y a des films qui sont plus honnêtes que d'autres, et voilà. C'est pourquoi je voulais détailler un peu, pourquoi est-ce que les designers demandent ce prix-là et quelquefois je trouve que c'est pas assez cher. Maintenant la réalité de terrain, elle est là. Elle est dans 6, 8 € et puis il y en a, le patron de couture, vous le payez 14 ou 15 € et quelquefois vous devez l'imprimer vous-même et le travail est le même, en fait. Quand vous réfléchissez, le travail est le même mais seulement le tricot étant ce qu'il est, on a tendance à moins accepter de payer un patron de tricot qu'un patron de couture. C'est comme ça, c'est le marché comme ça. Donc oui, parfois, il y en a qui abusent. Oui, parfois, il y en a qui font des patrons avec rien et qui vous demandent 5 ou 6 € et derrière, c'est du vent. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, il y a beaucoup de boulot derrière et puis il y en a qui travaillent mal, il y en a qui vous répondent pas, ça c'est inhérent aux designers. Il y en a qui ne font pas de service après-vente ou qui ne répondent pas ou qui prennent pas la peine de ou qui disent: «Oui, oui, je note» et puis ils oublient, mais ça, c'est à voir, c'est eux qui ont leur façon et c'est leur éthique. Moi, je suis pas comme ça, mais il y en a qui ne prennent pas le temps de répondre à leurs clients et moi, je fonctionne pas comme ça. Donc voilà, mais ça, c'est inhérent aux choses. Moi, je veux pas discuter de est-ce que c'est justifié de payer, 5 € pour une designer ultra connue, et qui a écrit un patron d'une page et demie et qui est ultra simple et payer moins pour un patron qui a 17 pages. J'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je veux juste vous justifier, vous expliquer pourquoi, le prix du patron, les prix des patrons sont là. Voilà et pourquoi c'est comme ça. Donc voilà pour cette question. Autre question, j'ai eu une question sur Ravelry et la majorité des gens ne s'en sortent pas dans Ravelry. Alors, sur Ravelry, d'abord, il faut savoir que, Aglaé Lazer, qui est une designer crochet, un peu tricot, crochet, qui fait des vidéos YouTube, a fait un add-on Ravelry francophone. Donc vous avez toutes les explications de comment vous servir de Ravelry si vous avez envie. C'est un livre payant. Mais voilà, je vous donne l'information. Je pense pas que fut un temps, il y avait des données disponibles en blog, mais on ne trouve plus ce blog-là. C'était un magazine en ligne qui a été je sais plus, je pense que je ne designais pas encore, donc je vous dis, ça remonte. Eh bien, j'avais écrit un article pour eux et il y avait une explication de comment fonctionnait Ravelry. Vous trouveriez des vidéos YouTube sur comment fonctionne Ravelry et je vous parlais de comment utiliser les fonctionnalités Ravelry et en fait, d'abord inscrivez-vous en Ravelry, ça va être en anglais, mais vous savez que dès que vous êtes dans Ravelry, vous pouvez le passer en français. Alors toutes les traductions ne sont pas tip top, on est bien d'accord, tous les patrons ne sont pas en français, on est bien d'accord, mais ça vous aide. Et sur la barre de gauche, vous avez tous les filtres possibles et imaginables. Tricot, crochet, crochet tunisien, tricot machine. Vous avez des filtres sur l'épaisseur des aiguilles, des filtres sur la laine que vous utilisez, sur la composition de la laine que vous utilisez, sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un pull? Est-ce que vous voulez faire un accessoire? Est-ce que vous voulez faire de la déco? Vous avez des filtres sur
Qu'est-ce que vous voulez utiliser comme technique? Est-ce que vous voulez faire du jacquard? Est-ce que vous voulez faire du mosaic knitting? Est-ce que vous voulez faire des chaussettes de la pointe au talon? Donc il y a vraiment c'est vraiment apprendre à utiliser le logiciel de recherche, et utiliser les ressources parce que ce n'est qu'une base de données et ça vous permettra de pouvoir creuser vraiment Ravelry et de pouvoir découvrir des choses que vous ne trouvez pas que si vous regardez simplement le Outright Now. Donc, je ne fais qu'une toute petite parenthèse sur comment se servir de Ravelry, mais honnêtement, vous ne trouvez pas d'équivalent en français. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne trouverez pas d'équivalent en français. Ravelry, c'est une base de données avec des millions de patrons et apprenez à vous servir de l'outil de recherche à gauche. C'est vraiment ça. Passez outre l'inscription qui est en anglais, switchez en français. Alors, tout n'est pas traduit parfaitement, mais pour finir avec l'usage, vous finirez par comprendre que jacquard, c'est stranded color work. Tricot mosaïque, c'est mosaic knitting. Euh, les chaussettes par la pointe, c'est toes up. Par la tige, c'est cuff down. Vous finirez par faire des parallèles, c'est comme ça qu'on s'y met. Il y a des gens qui tricotent en anglais, qui ne pètent pas un mot d'anglais, qui ne savent pas tenir une conversation, mais ils savent tricoter en anglais. Et une des choses que je vous conseille de faire, c'est si vous apprenez à tricoter en anglais, vous allez ouvrir tout un monde de possibilités, mais apprenez à tricoter en anglais avec quelqu'un qui fait son patron en français et en anglais. Prenez le patron en anglais, tricotez sur le patron anglais et aidez-vous du français pour pouvoir voir ce que vous ne comprenez pas. Parce que une fois que vous avez compris le code, vous avez compris le code, mais quelquefois il y a 3-4 phrases où vous devez traduire, référez-vous au patron en français. Et vous allez voir, ça va venir tout seul. C'est comme ça que ça arrive et que vous allez apprendre à tricoter en anglais. Donc voilà pour ma vidéo, j'ai déjà parlé beaucoup, j'avais une autre question, mais j'ai déjà parlé beaucoup, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que dire de plus? Voilà, je serai à Nice dimanche prochain, non, samedi, dimanche prochain, les ateliers sont complets, donc ceux qui seront là, je serai ravie de vous voir. Je serai en Alsace le week-end du 14 et 15 avril. J'ai 2 ateliers, en Alsace, jacquard et brioche, si j'ai bon souvenir. Les ateliers, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. Je mettrai les liens ici en dessous parce qu'ils n'ont pas la structure, comme c'est la première fois qu'ils organisent, ils n'ont pas la structure pour pouvoir vendre les ateliers. Donc, c'est sur mon site internet que ça se passe. Il y a des ateliers débutants aussi qui sont faits par comment ça c'est You Need to Learn ou Need You to Learn, je ne sais plus. Enfin voilà, Noémie. Donc, je ne sais plus son pseudo Instagram, elle fait des ateliers débutants. Je vais vous renvoyer sur la page d'explication des ateliers de Breslaine. Je serai au fil de la Manche le premier week-end de juillet. Je donne un atelier mosaïque et un atelier ma première chaussette. Je serai là avec Pérégrine, donc au fil de la Manche le premier week-end de juillet. Et je serai à Lyon le 24 et 25 septembre. Voilà, c'est les ateliers que je peux annoncer et je ferai... non, je ne peux pas encore l'annoncer, l'atelier, mais je pense que la billetterie est déjà ouverte pour Lyon, donc c'est pas au même endroit habituel, c'est au Palais des Congrès, mais voilà, je serai là. Voilà les prochains rendez-vous. Que dire de plus? Il y a quelque chose que je voulais vous dire en plus, et je ne sais plus. J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La prochaine vidéo sera une vidéo adaptation. J'ai un trou de mémoire. Je voulais vous parler de quelque chose et j'ai oublié. Je voulais vous dire que vous pouvez vous inscrire et m'envoyer un message, donc vous inscrire à la newsletter, je le répète et je le répète. Si jamais vous avez un souci que vous ne recevez pas le patron gratuit, envoyez-moi un mail parce que je pense que j'ai un problème ce qu'on appelle l'automation, c'est-à-dire qu'il y a une série de mails que vous recevez automatiquement quand vous vous inscrivez et j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi en me disant qu'elles n'avaient pas reçu le patron gratuit. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un mail, je vous l'ajoute dans votre bibliothèque Ravelry ou je vous l'envoie par mail. J'ai un groupe Discord, voilà. Donc, petit groupe avec pas beaucoup de personnes, enfin, on est quand même pratiquement 200 maintenant, où on partage tricot et on parle majoritairement français, donc où on parle technique et c'est dans le respect de chacun, voilà, je veux pas de dispute, chacun tricote ce qu'il a envie, fait la promotion de ce qu'il avait envie, du moment que ça reste correct. Comme je le dis toujours, pas d'agressivité. Voilà, je vais répondre aux commentaires parce que j'ai une tonne de commentaires de retard. Je vous demande de rester respectueux dans les commentaires parce que j'ai vu quand même que ça commençait à déraper dans certains cas. Heureusement, ça s'arrête là, je n'ai pas besoin d'intervenir. Mais voilà, donc j'aimerais que vous restiez respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Quand vous avez quelque chose à dire, étayez-le, voilà, et que ça ne parte pas en vrille parce que j'ai pas envie que ça devienne une foire d'empoigne, mes commentaires. Sinon, ben, moi, je fais pas ni une ni deux. Quand ça devient une foire d'empoigne, c'est merci, au revoir. Je veux pas de ça. Donc, ben, voilà, je mets ma casquette de pas gentille, mais c'est comme ça. Je veux que ça reste un espace ouvert, correct et que personne ne se tape dessus. Et le truc que je voulais vous dire, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais ça reviendra, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, et ce sera à la semaine prochaine.